Ladies and gentlemen, thank you for joining us. Mesdames et messieurs, merci d'être ici avec nous pour cette session Rétablir la paix en Europe. Depuis 4 ans maintenant, la guerre en Ukraine déstabilise l'entièreté de notre continent. Cela pose des questions sur notre stabilité, la relation de l'Europe avec son voisinage oriental. C'est un grand honneur d'accueillir Svetlana Tsikhanouskaya, leader et chef du cabinet de transition unie. Depuis 2020, elle incarne la volonté démocratique de la société biélorusse, ces personnes qui se battent pour la liberté face au régime de Loukachenko. La famille de Madame Tsikhanouskaya a été impactée par son travail. Elle a décidé de se présenter à l'élection présidentielle en 2020 et elle a gagné. On considère qu'elle a gagné. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez également une vision européenne pour la Biélorussie, ce qui est très important pour nous. Nous allons en parler ensemble et ensuite nous allons répondre à des questions du public. Alors, première question, sur le paysage mondial et votre vision de la paix. À travers quels moyens pouvons-nous atteindre la paix en Ukraine? Économique, politique, démocratique ou seulement militaire? Et lorsqu'on se tourne vers l'avenir, s'il y a un cessez-le-feu en Ukraine, ce qui est un défi de taille, est-ce que la paix peut être durable avec un régime autoritaire à Moscou, avec un régime qui nie la souveraineté, les frontières d'un pays et le droit international? Alors, tout d'abord, merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Cela veut dire que la paix est importante pour vous, la paix dans notre région, la paix pour les Biélorusses et pour les Ukrainiens. Tout d'abord, je dois dire que la paix, ce n'est pas l'absence de bombes, de chars. La paix, c'est la justice, c'est la sécurité. C'est une question de responsabilité. Je viens d'un pays qui est impliqué dans cette guerre à cause du régime de Loukachenko. Et maintenant, les territoires et l'infrastructure biélorusse est aux mains de la Russie qui continue ses attaques contre l'Ukraine, contre les frontières de l'Union européenne. Lorsque nous parlons de paix dans notre région, nous ne devons pas exclure la Biélorussie. Pour atteindre la paix, nous devons faire en sorte que les coupables se sentent responsables. Ils ne se sentent pas responsables actuellement. Ils voient l'Europe comme faible. Ils violent notre sécurité et ils essayent de voir jusqu'à où ils peuvent aller sans contre-attaque. Les Biélorusses pensent que la démocratie est essentielle. La démocratie a des outils pour stopper les dictateurs, stopper la guerre. Mais nous avons besoin d'être courageux, nous avons besoin d'agir, pas seulement de parler. Il y a des instruments pour punir les dictateurs, des instruments économiques. Il faut soutenir également les personnes qui se battent contre les dictateurs. Et parfois, discuter avec le dictateur n'est pas la meilleure solution. Il faut discuter avec les personnes qui souhaitent la paix dans la région. Donc la paix, ce n'est pas toujours négocier avec les dictateurs. La paix, c'est parler au peuple, à la nation. Merci beaucoup, Svetlana. Deuxième question, sur l'évolution de l'Europe, votre point de vue. Depuis le début de la guerre, l'Europe s'est transformée
L'Europe est plus géopolitique. L'Europe est plus concentrée sur la sécurité. L'Europe est plus militarisée. Est-ce que vous pensez que cette transformation fait partie de la nature de l'Europe? Est-ce que vous pensez qu'elle est durable? Est-ce que vous pensez que nous avançons assez rapidement dans ce sens? Et comment pouvons-nous concilier cette nouvelle Europe avec les relations transatlantiques? Le gouvernement de Donald Trump rend les choses parfois difficiles pour l'Europe. Alors comment penser la sécurité européenne sans les États-Unis? La guerre entre la Russie et l'Ukraine a tout changé. L'Europe vivait dans la paix, dans le confort, et nous pensions que la guerre faisait partie de notre passé. Aujourd'hui, nous vivons dans un nouveau monde dans lequel des pays comme la Russie violent la sécurité, l'architecture de sécurité de l'Europe. Et nous devons être prêts à l'escalade. Et donc, j'accueille ces efforts pour accroître le pouvoir militaire au sein de l'Union européenne. Les dictateurs sont imprévisibles. Nous ne savons pas à quoi ils pensent. Le problème de la Russie est le suivant. Ils ne savent pas où sont leurs frontières. Ils pensent que l'Ukraine, la Biélorussie, le Moldova, que nous faisons toujours partie de l'Union soviétique. Ils nous traitent comme des enfants qui ont décidé de choisir leur avenir. Nous, les Biélorusses, nous nous sentons européens. L'Ukraine veut faire partie de l'Union européenne, le Moldova, les Géorgiens, d'autres pays également. Nous voulons choisir notre avenir. Nous ne voulons pas être happés par ce passé de l'Union soviétique. La Lituanie, la Lettonie faisaient également partie de l'Union soviétique. La Russie pense peut-être que ces pays appartiennent également à la Russie. Et donc la question se pose, quel sera le prochain pays à être attaqué par la Russie? C'est pour cela que nous devons être plus forts d'un point de vue militaire, d'un point de vue de résilience. Le pouvoir militaire n'a pas de sens sans un peuple qui est prêt à défendre les valeurs de son pays. C'est pour cela qu'il faut investir dans le peuple, dans les personnes qui défendent leur avenir, comme les Biélorusses et les Ukrainiens, mais qui souhaitent défendre leur société. Nous voyons un effort de propagande pour empoisonner les esprits du peuple européen. On essaye de nous persuader qu'on n'a pas besoin d'aider les autres, qu'on a le droit d'être égoïste. Mais le combat contre les dictatures est un combat international. Et nous devons soutenir les personnes qui se battent contre la dictature. Pour nous, les relations transatlantiques sont essentielles. Nous faisons partie, nous formons un monde démocratique et la Biélorussie souhaite participer à cette sphère démocratique. Il y a peut-être des approches différentes. Lorsque le président Donald Trump a pris ses fonctions, nous avons vu l'apparition de relations plus transactionnelles. Il veut une paix rapide, mais pour nous, les Européens, il est essentiel de comprendre qu'une paix durable et juste est essentielle. Ce n'est pas seulement négocier avec les dictateurs, c'est créer une paix stable. Les États-Unis essayent de négocier avec les dictateurs, de les apaiser. Mais nous, les Européens, nous comprenons que les dictateurs n'ont pas besoin de paix, ils ont besoin de guerre. Parce que c'est bien la guerre qui permet de justifier leurs actes. Nous avons besoin de changements systémiques et irréversibles en Biélorussie, en Ukraine, dans le Moldova.
dans tous nos pays. Et donc je demande à l'Europe de s'opposer par principe, d'utiliser tous ces instruments économiques, politiques pour faire face et arrêter les dictateurs. Les dictateurs ne peuvent être que combattus, ils ne comprennent que la force et le pouvoir. Merci beaucoup, Zvitlana, pour votre position très tranchée, très forte. Une autre question sur la relation entre l'Union européenne et le voisinage oriental. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne offre assez à ses partenaires en termes de perspectives et de coopération effective? Et deuxièmement, vous avez commencé à en parler, comment est-ce que les voisins orientaux peuvent jouer un rôle plus important pour atteindre la paix et pour une Europe plus stable? Pour tous ces pays qui veulent adhérer à l'Union européenne, qui ont une ambition européenne comme la Biélorussie, nous devons savoir que nous sommes accueillis dans votre famille. Pendant 30 années de dictature de Loukachenko, la Biélorussie n'a pas eu de choix. Loukachenko a toujours mis ses propres intérêts en avant. Il vend notre indépendance, il vend notre sérénité à la Russie. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix entre la Russie ou quelque chose d'autre. Et nous devons savoir que les portes de l'Europe sont ouvertes à nous. En 2020, j'ai gagné les élections et le peuple a dit non au régime de Loukachenko. Et donc je suis ravie que l'Union européenne nous a dit, vous les Biélorusses, nous vous accueillons, vous faites partie de notre famille, nous vous voulons au sein de l'Union européenne. Et c'est vraiment très encourageant. Ce message inspire notre peuple, leur donne le courage de continuer à se battre. Nous devons nous séparer de la Russie, de la guerre en Russie. Quand la guerre a commencé en 2022, les peuples biélorusses ont décidé de protéger l'Ukraine autant que nous le pouvions en arrêtant les trains qui partaient en Ukraine, les trains russes, en essayant de mener des actions de sabotage contre les actions russes en Biélorussie pour montrer que nous sommes du côté de l'Ukraine, nous sommes du côté de l'Europe. C'est pour cela que je demande à la communauté européenne de donner cet espoir à notre peuple, de leur dire oui, vous êtes européens. Nous ne devons pas seulement discuter, nous avons besoin d'un projet, d'un plan d'action de comment la Biélorussie peut adhérer à l'Union européenne. La Russie a essayé de perturber, de se mêler aux élections en Biélorussie. Le président Macron, en Moldavie plutôt, le président Macron nous a soutenus. Lorsque l'Europe se rassemble, lorsque l'Europe travaille ensemble, la Russie peut être battue. Et c'est vrai pour notre région. Il faut soutenir la Biélorussie d'un point de vue humanitaire également. Il y a des milliers de prisonniers politiques, de personnes qui ont dû fuir la Biélorussie à cause de l'oppression. Nous devons montrer au peuple de Biélorussie que nous sommes avec eux, nous les soutenons maintenant et à l'avenir. Vous ne serez pas abandonnés, vous ne serez pas oubliés, vous n'êtes pas seuls. Nous ne demandons pas à l'Europe de se battre à notre place et il en va de même pour l'Ukraine. Mais nous vous demandons de l'aide, une assistance technique, de la solidarité pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls, que vous ne deviendrez pas une Russie bis. Vous avez le droit de choisir votre propre avenir. Et cela sera vraiment une façon de stimuler le peuple de la Biélorussie pour se battre contre la Russie. Vous dites qu'il faut soutenir le peuple de la Biélorussie et pas le régime autoritaire en Biélorussie. Mais comment passer outre ce régime?
L'été dernier, Kirk est parti en Biélorussie. Des prisonniers politiques ont été libérés, notamment votre mari. Quelle sera la réaction de l'Europe si les nouvelles négociations avec les États-Unis mettent fin au gouvernement de Loukachenko et mettent fin aux sanctions? Alors, il faut faire la distinction entre le régime de Biélorussie et le peuple de Biélorussie. On oublie souvent que nous, le peuple de Biélorussie, nous avons gagné les élections de 2020. Loukachenko a saisi le pouvoir de force grâce au soutien de Vladimir Poutine. Et pendant ces 5 années, Loukachenko a gouverné de manière illégitime. J'entends des personnes dire que Loukachenko est le président. Nous avons fait cette erreur pendant 30 ans déjà. Loukachenko essaye d'embrouiller l'Europe, les gouvernements européens. Mais ce qui est le plus précieux en Biélorussie, c'est le peuple, les personnes qui veulent du changement, qui veulent de la justice, qui veulent entrer en partenariat avec l'Europe. Mais comment discuter avec une personne qui menace la Pologne, qui rend son pays instable, qui veut violer des frontières? Par exemple, avec les ballons, avec les cigarettes qui posent des problèmes aux aéroports. Loukachenko est au pouvoir car il est soutenu par Vladimir Poutine. Pourquoi devons-nous parler avec ce genre de personnes? Nous devons utiliser les instruments à notre disposition pour les punir, pour leur montrer que nous ne sommes pas prêts à travailler avec eux. La démocratie est bien plus forte. Il faut créer ces institutions, ces instruments qui fonctionnent. Prenons l'exemple des sanctions. Les sanctions ne changent pas les dictateurs, mais ils changent le comportement des dictateurs. Mais s'il y a des failles dans les sanctions, et il y en a, ils trouvent des moyens de contourner les sanctions grâce à ces failles. Depuis 1 an et demi, il n'y a plus de nouvelles sanctions sur le régime de Biélorussie. Et donc ils pensent, les Européens n'utilisent pas les instruments à leur disposition. Il y a un sentiment d'impunité. Nous pouvons aller plus loin, nous pouvons faire du chantage. Nous allons déployer des bases militaires russes en Biélorussie. Et la réponse économique est impossible pour les dictateurs. Et c'est pour cela que nous devons punir les régimes pour leur montrer que nous ne sommes pas d'accord avec eux et nous devons travailler avec les personnes, le peuple. Les personnes qui représentent les désirs du peuple de Biélorussie. Lorsqu'on se bat pour la liberté en Biélorussie, lorsqu'on se bat pour une presse libre, lorsqu'on se bat pour les prisonniers politiques, tout cela se voit, cela est visible. Nous voyons. Voilà, ce sont les personnes qui veulent nous aider, avec qui nous voulons travailler. Parfois, on se dit, on ne se concentre plus sur la Biélorussie, on nous abandonne. Et parfois, les personnes ne sont plus actives, elles se cachent parce qu'on se demande, qu'est-ce qu'on peut faire contre un dictateur? Mais lorsque nous ressentons votre soutien, cela alimente notre
notre combat. Il y a des personnes qui, malgré toute l'oppression, toutes les menaces contre nos peuples, il y a des personnes en Biélorussie qui continuent à se battre. Il y a des personnes dans l'entourage de Loukachenko qui se battent également. Ils nous aident, ils nous donnent des informations. Par exemple, comment les sanctions sont contournées. Comment la Biélorussie aide la Russie en termes de production militaire pour la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est une forme de résistance également. Lorsqu'on investit dans le peuple, ce n'est pas une question de charité, c'est un investissement pour la sécurité, pour notre avenir. Oui, très important. Alors, je vois qu'il nous reste moins de 5 minutes. Je vais maintenant donner la parole au public pour des questions courtes, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un micro, s'il vous plaît? Try to go without micro. Alors, vous pouvez la poser sans micro. Please. Okay, thank you. Not really. It will be easier. I will give you my micro. Je vais vous donner mon micro, ce sera plus simple. Alors, 2 questions courtes. Premièrement, sur la nature du conflit. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est pas un conflit entre 2 pays, mais plutôt un conflit à l'encontre de l'ordre international. Donc, lorsqu'on parle de raisons de pourquoi soutenir l'Ukraine, on devrait parler du fait de respecter l'ordre international. Il ne s'agit pas juste de battre un pays. Il s'agit de protéger la règle de droit. Mais je trouve que en Europe, cela n'est pas le cas. On parle tout le temps de pourquoi on finance la guerre en Ukraine, par exemple. Donc pour moi, je pense qu'on devrait parler de cet aspect du conflit plus. Et pour moi, parler de la guerre en Ukraine comme une guerre entre la démocratie et la dictature est une erreur. Il y a beaucoup de pays qui ne partagent pas les valeurs européennes. Il y a de nombreux gouvernements, de nombreux pays qui considèrent un pays démocratique ou non démocratique comme une menace. Je pense que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est une question de souveraineté, de protéger sa souveraineté. Oui, bien sûr, nous n'avons pas à traiter cette guerre comme une guerre entre 2 pays. C'est bien plus large. C'est une guerre de la Russie, d'une dictature, contre le monde démocratique. Ce n'est pas une guerre d'hommes politiques. La société démocratique est responsable quant à cette guerre et de trouver une solution pour la fin de cette guerre. Et donc nous devons soutenir l'Ukraine pour qu'elle puisse gagner cette guerre. L'Ukraine et la Biélorussie sont en première ligne de ce combat contre la dictature. Et comme je l'ai dit, nous ne savons pas quel pays sera le suivant pour la Russie. Ce sera peut-être le vôtre. Et donc ne laissez pas la propagande empoisonner vos esprits.
Il y a des solutions à des questions difficiles. Les médias, les entreprises de nouvelles technologies doivent contribuer pour que nous gagnions cette guerre. La Russie continuera à tester les frontières, tester la résilience. Nous perdons lorsque nous pensons que nous perdons. Croyez en vous, vous êtes forts. Et à travers l'Union transatlantique, nous pouvons battre les dictateurs et montrer aux autres dictateurs que non, vous ne pouvez pas envahir un pays, vous ne pouvez pas imposer vos règles de dictature dans d'autres pays. Et donc ne pensez pas que c'est la guerre de l'Ukraine, c'est le problème de la Biélorussie. Les dictateurs sont une menace constante pour vous, pour vos aéroports, pour vos vies. Mais si nous leur montrons que nous sommes déterminés, alors cela sera un exemple clair pour les dictateurs. Restez chez vous. Les dictateurs ne se rendent souvent pas compte que la dictature, c'est comme un cancer qui se répand à travers les pays. Malheureusement, cette session est finie. Nous ne pouvons pas entendre d'autres questions. Je suis sûre qu'il y avait malheureusement beaucoup de questions. Merci beaucoup, Svetlana, pour votre intervention, pour votre message, pour vos réponses. Nous avons besoin de plus de personnes comme vous. Merci beaucoup.